Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Edwige Coupès, une jeune autrice qui a publié son premier roman l'année dernière, J'avais oublié la légèreté, paru aux éditions du Rocher. C'est à l'occasion de la Plage aux écrivains, un festival littéraire qui a lieu chaque année sur Arcachon, que je l'ai rencontrée et que nous avons échangé une première fois autour de son texte. Ce qui m'a interpellée aussi dans son roman, c'est le thème qui est abordé, l'histoire d'une mère dont la fille adolescente fait une fugue et qui s'inspire d'une expérience vécue par l'autrice. Dans cet entretien, nous parlons du lien qu'entretient Edwige avec l'écriture, comment il s'est tissé au fur et à mesure du temps, de son parcours professionnel et plus personnel, de comment s'est mis en place ce roman, de l'idée jusqu'à sa parution en maison d'édition, et de bien d'autres choses. Bon, je m'excuse, dans les 5 petites dernières minutes de la vidéo, j'ai eu un petit souci technique, ce qui fait qu'on entend un peu moins bien, mais normalement ça n'empêche pas la compréhension de notre discussion. Voilà, je suis désolée. Et tout de suite, je vous laisse avec notre échange. Bon visionnage à vous. Bonjour Edwige. Bonjour Aurélia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir dans cette émission. Et donc, toi, tu es ou tu as été journaliste, chroniqueuse, consultante en communication. Enfin, tu as de nombreuses casquettes, également enseignante. Tu as été notamment journaliste et chroniqueuse pendant près de 20 ans à France Info. Exactement. Je suis journaliste de formation et aujourd'hui, je suis indépendante. J'exerce plus en tant que journaliste, mais je fais effectivement 1000 métiers autour de la voix, de l'animation, de l'écoute, des interviews et dans différents sujets. Et tu es également devenue autrice l'année dernière. Voilà, j'ai rajouté une petite casquette en haut de la pile. Ouais. Voilà, avec la parution de ton premier roman, J'avais oublié la légèreté, paru aux éditions du Rocher. Ouais. Mais avant de parler de ce roman en particulier, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, ton lien avec l'écriture. Ouais. Et comment a commencé cet amour de l'écriture? Quel est ton tout premier souvenir d'écriture? Ah, mon premier souvenir d'écriture. Je dirais que c'est les rédactions en classe, en primaire, où j'avais toujours envie de raconter des choses pas banales, quoi. Je voulais pas faire la même rédaction que les autres. Je sais pas pourquoi. Et en même temps, vu que je déménageais tout le temps et que je partais, j'ai vécu dans les dom-toms à La Réunion, en Martinique. À chaque fois, en fait, c'était pas très compliqué de raconter des choses qui sortaient complètement de l'ordinaire de mes camarades. À l'époque, j'habitais dans le 78, dans les Yvelines. Et donc, j'avais toujours cette envie de raconter. Ça partait déjà pas mal de mon vécu. En même temps, dans une rédaction, c'était un peu ça. Mais c'est peut-être mes premiers souvenirs. Et puis ensuite, il y a eu les poèmes pour les copains au collège. C'est-à-dire Ah oui, d'accord. J'écrivais les poèmes pour les autres, pour les histoires d'amour des autres. Ça, c'était aussi un autre souvenir d'écriture. Et puis, le lycée, c'est des souvenirs d'écriture où je racontais des nouvelles qui étaient quand même assez noires et déjà assez... Enfin, je dis déjà parce que c'est un peu comme ça que je suis devenue aujourd'hui. C'est pas forcément ce que j'ai écrit là, mais il y avait une forme de militantisme et d'opposition à la société, notamment de consommation. J'ai retrouvé ça, voilà, c'est donc des souvenirs épars d'écriture, quoi. Et est-ce que l'écriture a un petit peu toujours fait partie de ta vie ou c'est devenu de plus en plus sérieux ou une activité Je vais détourner ta question parce qu'en fait, ce qui a toujours fait partie de ma vie, c'est plus la voix. Ok. En fait, j'ai fait du théâtre très régulièrement, assez jeune, après un conservatoire, après à la fac, quand j'étais à Sciences Po. Et en fait, ça a toujours été la voix. Donc avant la voix, il y a des textes, hein, mais c'était pas mes textes. C'était un peu comme si et quelque part, c'est pareil dans le journalisme. Je voulais pas être journaliste, je voulais pas être reporter. Moi, je voulais être à la radio derrière un micro parce que j'avais cette envie de parler, cette envie de communiquer, cette envie d'être j'aurais peut-être dû faire du théâtre plutôt qu'être journaliste. C'est trop tard. Non, mais du coup, je pense qu'en fait, j'avais pas. Peut-être que j'avais ce manque de confiance en moi qui faisait que j'allais chercher des textes qui n'étaient pas les miens. Donc au théâtre, des textes d'auteur, et puis après, dans le journalisme, c'était raconter une actualité. Donc c'était quelque chose que je racontais. C'était certes, je l'écrivais, mais c'était pas mes idées, c'était pas. Voilà. Donc je pense que avant l'écriture, c'était la voix. Et donc, c'est ce qui fait que tu t'es orientée dans des études de journalisme ou... En partie, oui. Et puis, les premières fois où je me suis dit que je voulais travailler dans le journalisme, c'était pour être critique littéraire ou critique de cinéma.
Et après, je voulais faire des revues de presse. Voilà, c'était un peu ce qui me plaisait. Et le journalisme, en fait, c'était, je pense, un peu une carrière que j'idéalisais. J'étais à Sciences Po, j'avais ce profil de la bonne élève, un peu bonne partout, et à la fois excellente nulle part. Et donc, du coup, je savais pas trop quoi choisir. Donc, on m'a dit, les IEP, parce que j'ai pas fait Sciences Po Paris, j'ai fait Sciences Po Aix. Ouais, les IEP, c'est bien parce qu'en fait, Institut d'études politiques, tu pourras un peu tout faire, tu choisiras plus tard, quoi. Et aux grandes dames d'un de mes professeurs qui voulait que je rentre dans un DEA de sciences politiques, j'ai choisi la carrière au nid de journaliste. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il m'a dit « Ah, non, je rigole, mais à moitié ». Je pense aussi que si je vais dans un peu une psychologie de comptoir, c'était aussi pour donner le change à mon père qui était assez exigeant intellectuellement, qui avait pas le bac, qui s'est élevé tout seul en lisant et tout ça. Et donc je pense qu'il y avait un peu ce côté méritocratique que j'allais chercher à travers ces études aussi. Et est-ce que la lecture aussi faisait partie de ton quotidien ? Ça, par contre, complètement. Et de tout temps, alors je me souviens très bien, j'étais en Martinique en CE2 et on allait à la bibliothèque et je revenais avec des livres qui devaient être de la bibliothèque rose encore et je les dévorais entre midi et 2 et il fallait qu'on y retourne et donc très très tôt je me souviens de ça. Après je suis passée à la bibliothèque verte, il y avait Alice Détective dont j'ai à peu près lu tous les bouquins et en fait il y a eu un moment aussi, et je pense qu'aujourd'hui c'est plus vrai et ça c'est chouette, où il y avait une marche avant la littérature adulte et où je me suis retrouvée un peu à plus savoir quoi lire. Et à l'époque, en fait, il y avait peut-être moins d'offres, peut-être que mes parents n'ont pas su me conseiller. Et du coup, en fait, je me souviens de ce flottement où j'avais peur de finir un livre parce que je savais que j'allais peut-être pas tout de suite en retrouver un qui allait m'embarquer dans un monde qui me plaisait énormément. C'était vers quel âge, tu te souviens à peu près ? Je pense que j'aurais du mal à dire. On devait être au début du collège, quelque chose comme ça, quoi, okay. Où on commence pas encore les classiques et donc il y a cet entre-deux. Et après, par contre, les classiques, il y a des auteurs que j'ai adorés et puis d'autres que j'ai détestés. Mais Maupassant, Zola étaient mes auteurs favoris. J'ai Balzac, je le haïssais. Donc, ah bon, pourquoi ? J'ai jamais réussi à le lire, il m'a toujours saoulée. Pardon, je suis désolée, mais Balzac me tombe des mains. Enfin voilà. Mais c'était des classiques. Il n'y avait pas de littérature, enfin c'était pas évident encore de trouver de la littérature contemporaine, quoi. Donc pendant très longtemps, pour moi, la littérature, ça a été le 19e, les classiques, voilà, c'était par ça que ça passait. Et t'avais jamais eu envie ou l'idée de devenir un jour écrivaine ou écrivain ? Je pense qu'en fait, c'était pas... alors, je sais pas comment dire ça, mais moi, je viens d'une famille où, en fait, y a pas forcément la place pour tout ce qui est pas utile. Et donc du coup, ce côté un peu créatif était pas. Je pense qu'il était rentré parce que je pense que mon père avait une très grande créativité. Ma sœur jouait de la musique, moi j'avais le théâtre, mais finalement ça se cantonnait à un loisir. C'était pas forcément valorisé, donc. Quand j'ai commencé à montrer des textes comme ça à ma mère, elle n'a pas su comment réagir. Elle a pas mal ou bien réagi, mais elle n'a pas su comment réagir. Donc du coup, je n'ai pas senti un intérêt extraordinaire dans ce que je faisais. Donc j'ai un peu rangé mon truc. J'avais une prof de français qui, en 3e, avait pris ces textes, quelques-uns, et puis on avait fait une expo photo. Et donc au-dessous des photos, j'avais commencé à mettre des textes. Ça, c'est un peu mon premier souvenir. Donc, elle m'a encouragée, on va dire. Mais après, ça s'est un peu tassé, quoi. Donc, Et c'était quoi, ces textes ? Ils étaient nés comment ? C'était des phrases. Est-ce que ça, on pouvait appeler ça de la poésie ? En tout cas, c'était des phrases que m'avaient inspiré les photos, quoi, qu'on avait... Je crois que c'était des photos d'Arles ou de Saint-Rémy de Provence, je sais plus. C'était dans le cadre d'un exercice d'écriture à l'école ou c'était personnel ? Ouais, c'était une... Oui, ça devait être ça. Je m'en souviens pas très bien, mais ouais, ça devait être ça. Ouais. Et alors, comment s'est tissé ou renoué le lien avec l'écriture au fur et à mesure du temps ? En fait, là aussi, ça s'est fait d'une manière finalement assez insidieuse. C'est-à-dire que pendant tes études, tu lis, surtout à Sciences Po, tu lis pour tes études, tu écris pour tes études, et puis après, tu rentres dans le journalisme, et là, tu écris pour les journaux. Tu lis les dépêches et puis en fait je suis rentrée dans cette espèce de routine où effectivement j'ai passé 18 ans à Radio France et principalement à France Info, donc pour écrire des journaux. C'était une écriture et je l'ai compris après en fait.
quand on m'a posé ce genre de questions, parce qu'à l'époque, j'écrivais pas pour moi. À l'époque, je travaillais et j'écrivais des journaux pour lire l'actualité. Mais j'avais pas la notion, en fait, d'écriture. En tout cas, je me disais pas que j'avais une démarche littéraire en faisant mes journaux. Mais, avec le temps, il y a un journaliste, une fois, qui avait fait mon portrait parce que j'avais participé au lancement de France Info Télé. Et qui m'avait posé je sais plus quelle question, je sais plus comment c'était venu, et je lui avais dit, moi, ma façon de voir mon métier, c'est le mot juste. Donc, je sais que j'aimais dans un journal, donc un journal c'est quoi? C'est entre 7 et 20 minutes, voire parfois un peu plus si c'est les grandes éditions du 13h de France Inter que j'ai faites parfois, mais et en fait j'aimais particulièrement quand mon journal était ce que j'appelais bien écrit, c'est-à-dire quand il y avait une histoire, mais d'un bout à l'autre. Et en fait, moi, je mettais énormément de temps à écrire par rapport à d'autres qui écrivaient comme ça des brefs, des dépêches, c'était très rapide pour eux. Et moi, je me prenais la tête. Et en fait, je comprends aujourd'hui pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais que ça sonne, je voulais que ça rime, je voulais que ça rythme, je voulais que ça soit juste. Et je voulais pas qu'il y ait de mots scories, je voulais que ce soit au plus près, au plus précis, je voulais qu'il y ait des images. Et en fait, j'avais cette exigence que je m'étais mis toute seule, et dont j'ai pris conscience aussi un peu après, en fait, en sortant. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça, c'était toi, c'était ta manière d'écrire l'actualité, et presque plus que, pardon, mais presque plus que... C'est un peu difficile de dire ça, parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas que je voulais pas dire la vérité, mais vraiment, ça me remplissait de bonheur quand vraiment j'avais un journal qui était bien ficelé, quoi. J'aimais ça. Donc ce mot juste, cette écriture, ce rythme, il y avait une histoire de rythme aussi, parce que derrière, il y avait la voix. Oui. Parce que c'était toi qui présentais le journal derrière. Toujours, ouais, tu écris ce que tu lis. Non, mais alors du coup, il y avait déjà une pratique de l'écriture. Exactement. Et donc j'ai appris à écrire comme ça, en fait. Sans le savoir, mais donc du coup, j'écrivais tous les jours ou quasi. Et c'est comme ça que l'écriture est rentrée dans ma vie, mais sans que je m'en aperçoive vraiment, en fait. Et comment est venue l'idée d'écrire? Est-ce que c'est le premier roman, déjà? Oui. Dans alors lequel pour le coup, il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Même il n'y en a pas eu un avant qui n'a jamais été publié? Alors, il y a eu une idée. Il y a une idée. Ok, donc il y a eu une première idée. D'un deuxième qui est un premier, en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Mais il n'y avait que l'idée, et très honnêtement, en fait, j'ai quitté Radio France. Ce roman a dû arriver 3 ou 4 ans après. Et quand j'ai quitté Radio France, je me suis fait un cadeau. Je me suis offert un atelier d'écriture chez Gallimard. Okay. Et je m'étais dit, quitte à t'offrir un cadeau, fais-toi un beau cadeau. J'avais pas envie d'un sac à main. Je me suis dit, non, offre-toi quelque chose qui te fait vraiment envie. Il y avait l'idée d'une formation de photo au Gobelin ou un atelier chez Gallimard. Et je m'étais dit, quitte à te faire un atelier d'écriture, tu vas vraiment là où c'est chouette, quoi. Là, tu vises le top du top. Et donc, j'ai fait ça. Et en fait, effectivement, à ce moment-là, je me souviens, la personne qui animait cet atelier nous avait dit, mais vous êtes là pour écrire un roman? Et moi, j'avais regardé les autres. J'ai dit, mais pas du tout, quoi. En fait, moi, j'ai aucune idée de roman. Moi, je viens là un peu en touriste, quoi. Donc, mais en même temps, et je me souviens, je faisais ce geste parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui devait sortir, quoi. C'était comme un peu le sang, les veines, l'encre. Enfin, tout ça était mêlé, quoi. Donc, il y avait une vague qui était d'ailleurs assez géniale. Mais c'était beaucoup de l'écriture en fulgurance, de l'écriture automatique. Et donc de tout ça, il y a une espèce de magma. Parce que cet atelier d'écriture, il consistait en quoi précisément? C'était sur combien de temps? Comment ça se passait? C'était 2 week-ends qui avaient été décalés avec le confinement. Et c'était En vivant, en écrivant, l'intitulé. Okay. Donc on était déjà quand même sur quelque chose qui était... autour du jeu, autour du soi, autour de l'autofiction, autobiographie. Et c'était avec une femme qui travaille à France Culture, qui anime des feuilletons radiophoniques, Anne Cibran, qui est autrice elle-même chez Gallimard, qui a appris le quechua et qui a eu une expérience très forte avec un chaman et qui a raconté cette expérience dans un livre. Et donc il y avait pas mal de choses qui m'attiraient vers elle. Donc, mais je me faisais un cadeau en fait. J'allais voir ce que c'était. Après, je me suis sentie très bien. Peut-être que j'allais y débloquer quelque chose, quoi, ou me rendre compte que c'était une envie, un peu plus qu'une envie, quoi. Parce qu'un atelier d'écriture en 2 week-ends, en se disant on va écrire un roman, ça me paraît court. C'est pour ça que je te pose la question. Tout à fait. Oui. Tu as tout à fait raison. En fait, quand elle disait ça, elle disait je suis là pour vous donner les clés pour mettre quelque part la main à la pâte, quoi. Okay. Voilà. Et même ça, pour moi, c'était trop parce que je me disais mais
moi, enfin, j'avais même pas... Il y avait une sorte d'ambition aussi, une sorte de me dire, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et puis aussi, il y avait autre chose. Ça, c'est venu plus tard, et ça a été un frein à celui-là, parce que je me disais, de toute façon, jamais j'écrirai de roman. C'est-à-dire que moi, quand j'écrivais un journal, je reviens à France Info, vous écrivez, ou même après, à la fin, une chronique, puisque à la fin, j'étais chroniqueuse, vous écrivez une page, même pas et demie. Et vous écrivez, ça fait 2 minutes. Donc en fait, quand j'écrivais, j'avais le temps qui était timé dans ma tête. Et écrire 200 pages, ça me semblait pas possible. Ouais, il y avait trop d'heures, quoi. Bah oui, ça faisait trop, quoi. Surtout sur un même sujet. Enfin, bon, voilà, donc ouais. Parce que du coup, quand tu t'es inscrit à cet atelier d'écriture, c'était vraiment juste histoire de te faire plaisir. Ouais, je crois que c'était vraiment me faire plaisir. Il y avait aucune autre ambition derrière. Pas immédiate. Non, vraiment pas. C'était une découverte, c'était oser pousser la porte de quelque chose de grand. Ouais, il y avait un peu tout ça, mais ça s'arrêtait là. T'avais quel âge à peu près, si c'est pas indiscret? Écoute, ça devait être après ma quarantaine, puisque j'ai eu toutes mes crises un peu vers 40 ans. Là, j'ai envoyé balader. Je suis en plein dedans. Voilà. Et donc, t'es arrivée à cet atelier d'écriture. Tu savais un petit peu ce qu'il allait être proposé en termes d'exercice? Non, c'était vraiment une découverte et c'était des formats assez courts de temps d'écriture. Et puis derrière, il y avait un temps de lecture. Il y avait des temps d'échange et en fait, ça m'a tout de suite plu énormément. En plus, les temps de lecture, vu que je lisais, donc j'avais cette habitude. Et donc, en fait, quelque part, j'avais l'impression de transcender un peu les mots que je venais d'écrire, qui me semblaient bien fades et bien plats. Mais là, de les lire, j'avais tout le corps qui était en vibration, je tremblais. Je me disais, tu sais parler dans un micro, en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je vivais tellement le truc que c'était assez exceptionnel en termes d'émotion, de ressenti. Oui, c'est impressionnant quand on lit son texte pour la première fois, même à un public restreint. Et qu'est-ce que tu as écrit dans cet atelier d'écriture? Je saurais même plus vraiment dire. Je crois qu'on avait écrit un texte qui m'avait parlé, ça s'appelait Les bâtons de parole, où on devait raconter son écriture à la première personne. Donc en fait, en disant « je » et en étant notre écriture. Et de mémoire, on était beaucoup dans l'idée de libérer quelque chose, quoi, libérer un flot. Cet atelier d'écriture m'a permis de comprendre que cette envie d'écrire, qui s'était un peu traduit par j'achète un carnet et je commence à écrire un peu le récit de tout ce qui me bouleverse, tu vois, mais là on était vraiment sur du journal intime. Mais ce plaisir de l'écrit était un peu plus que... il y avait un peu une envie qui était très très grosse derrière, mais ça m'a peut-être permis de me dire que un jour il faudrait que je le fasse, quoi. Mais tu vois, ça restait très très éloigné. Ah ouais, tu te l'autorisais pas en fait? Non, pas à ce moment-là. Et quand tu es ressortie de cet atelier d'écriture, ça a été quoi la suite? Ça a été ce carnet ou ce carnet est venu avant? C'est ça que j'ai pas très bien compris. Ah, les carnets étaient là. En fait, cet atelier d'écriture aurait dû arriver après le confinement 2020. J'ai quitté Radio France fin 2019 et en fait j'ai eu plein de temps puisque je me suis un peu donné, de toute façon j'avais une période de carence, je me suis donné du temps, je savais pas ce que je faisais, quoi. Ça faisait 18 ans que j'étais salariée. Et donc en fait je me suis beaucoup promenée dans Paris. Et donc, je me suis acheté un Moleskine rouge. J'avais le stylo plume que mon père m'avait offert à l'âge de mes 7 ans, un Waterman. Et en fait, je me suis mise à écrire dans les cafés. Okay. Et j'observais beaucoup de choses, des petites choses que je n'avais jamais remarquées, en fait, puisque j'étais dans ma routine de Radio France, de mes enfants, de la routine de plein de gens. Donc en fait, ces carnets, c'était ça. C'était ce que j'appelais de la poésie urbaine, quoi. On était sur des fragments, quoi. Donc du coup, derrière, il y a eu cet atelier. Dans cet atelier, il y a eu la concrétisation de ce flot qui devait sortir et qui était très vivant, mais pas forcément de sujet, pas forcément l'autorisation, voilà. Et puis pas mal de bouleversements dans ma vie personnelle, quand même. Donc j'avais pas le temps, voilà. Et puis mes 45 ans. Je me dis, je vais me faire un cadeau. Je me dis, ce sera un atelier d'écriture. Cette fois, c'était à l'école des mots. Et je choisis un atelier qui doit s'appeler Se raconter ou quelque chose comme ça. C'était avec qui? C'était avec Elsa Flageol. Ok. Ah, je l'ai eu en masterclass. Qui est effectivement, elle aussi, dans cette écriture de soi, tout en étant dans la fiction. Donc, en fait, c'était assez intéressant de travailler avec elle. Et là, c'était 6 matinées. Pendant un mois, on faisait une pause d'un mois et on y revenait 2 semaines. Et là aussi, elle pose, voilà, je suis là pour vous donner les clés, pour vous lancer, pour écrire un roman. Mais cette fois-ci, j'avais un sujet. Ah, est-ce qu'on peut savoir quel était le sujet? C'était celui-là. Ah, ok, c'était le sujet de ce premier roman. Donc ce livre est né
Le début de ce livre, c'est cet atelier d'écriture avec Elsa Flageol, où effectivement, elle m'a quelque part mis le pied à l'étrier. Il y a certains passages de ce livre que j'ai lus dans cet atelier, où j'ai senti une émotion forte chez les autres, chez Elsa aussi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, en fait, à la sortie de cet atelier, j'avais plein de fragments. De toute façon, j'ai pas écrit en chapitres, moi j'ai écrit en fragments. Et j'avais à peu près, 80 pages. J'ai tout imprimé et je me suis dit, ok, là, maintenant, tu peux plus faire demi-tour. Ok. On y est, quoi. Et alors, pendant cet atelier, est-ce que tu avais des thèmes sur lesquels il fallait écrire le matin? Comment ça s'est déroulé, l'atelier, en fait? En fait, elle nous donnait des thèmes, effectivement, mais c'est ça qui est assez magique dans l'écriture, c'est que quand toi, tu as un thème dans la tête, un sujet dans la tête, en fait, tous les thèmes, t'arrives à revenir dessus. Je me souviens du passage que j'ai écrit et que j'ai lu là-bas. Je me souviens, en fait, aussi des discussions avec, on devait être une dizaine de participantes. Il y en avait beaucoup en distanciel et on était quelques-unes en présentiel, que j'ai continué à suivre. D'ailleurs, on était un petit groupe de 4 et on s'est suivis jusqu'à la parution et même plus récemment. Et en fait, de discuter avec les autres, ça permettait aussi de poser des choses. Donc en fait, voilà, j'avais envie d'écrire sur la fugue de ma fille qui s'était passée 1 an auparavant, c'était une date anniversaire. Mais comment écrire sur une adolescente, comment écrire à jeu, comment ne pas la blesser, comment imaginer ce qu'elle avait vécu où je n'étais pas, quel point de vue adopter, la narration, en fait, toutes ces questions auxquelles j'ai dû répondre toute seule face à ma feuille, mais quelque part c'était chouette de les aborder, d'en prendre conscience aussi avec d'autres dans le cadre de cet atelier. Après, j'avais un peu aussi travaillé avec Elsa qui m'avait fait part de cette idée de lettres ou de différents points de vue, de cartes postales, et donc ça donne après les personnages qui vont rentrer dans le témoignage de la mère dans ce roman. Mais surtout, je me souviens de la dynamique en fait. C'est-à-dire? En fait, il y avait ces lundis, les lundis matins, on y était, j'avais envie d'y aller, et puis après, il y avait l'envie de faire pour le lundi suivant. Et donc en fait, ça obligeait d'inscrire aussi dans un temps de la semaine des temps d'écriture. Elsa nous avait donné comme conseil, enfin en tout cas nous avait partagé comme expérience qu'elle ne se lançait pas dans une séance d'écriture si elle n'avait pas au moins 4 heures devant elle. Et en fait, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on parle beaucoup de routine d'écriture matinale, où on a peut-être un peu plus l'impression que c'est 30 minutes, 1 heure. Et en fait, quand elle m'a dit ça, en tout cas, quand elle nous a dit ça et que vraiment là, je l'ai reçu, je me suis dit, ok, ça me parle. Parce que je me souviens très bien quand j'ai écrit le roman, il m'arrivait parfois d'être 2 heures devant une feuille et en fait, de réfléchir à des trucs, de réfléchir à l'entrée, il n'y avait rien qui sortait, quoi. Et sur une demi-heure, ça tient pas. Donc, Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour écrire à partir de matériaux autobiographiques? Alors, vu que j'ai jamais fait autre chose, moi, ça me paraît un peu évident. Pour le coup, il y avait toujours le jeu dans ces carnets. Quand ça sort avec le jeu. Après, ce que j'ai aimé travailler, en fait, dans ces matériaux, c'est le ressenti. Tout à l'heure, je te parlais du mot. Et en fait, quand j'ai écrit, j'ai été très très longue à écrire. Enfin, ça m'a semblé très long parce que je voulais pas être dans le cliché, je voulais pas être dans la fioriture, je voulais pas être dans l'expression toute faite. Je le dis à un moment. Donc je cherchais, mais des fois je cherchais des heures. En fait, je me disais mais qu'est-ce que cette mère elle a ressenti? Donc c'était beaucoup moi la mère. C'est clairement plus un portrait d'ailleurs sur moi que sur ma fille. Mais qu'est-ce que ça lui faisait? Dans quel état elle était? Et en fait de cette intériorité, c'est comme si à un moment je clignais des yeux et j'imaginais ce qu'il y avait autour. Et en fait, ça s'est un peu construit comme ça. Oui, c'est vraiment à chaque fois, je partais et je montre mon ventre parce que c'était vraiment les tripes en fait. Ça faisait mal où, ça faisait mal comment, c'était joyeux où, ça faisait chaud où. Enfin, voilà. Donc en fait, pour moi, de partir d'un matériau autobiographique, c'est vraiment partir des ressentis. Et ensuite, d'imaginer l'histoire. Donc en fait, ce roman, c'est à la fois totalement mon histoire et absolument pas mon histoire. Parce qu'en fait, j'ai pris des décors que je connais, j'ai pris des ressentis que j'ai eus, et puis c'est là après où la fiction est arrivée, parce que c'est là où j'ai fait ma pâte en fait, j'ai fait mon gâteau. Comment s'est mise en place la fiction? Parce qu'il y a quand même vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. Oui, et ça, j'ai pas du tout fait de chapitrage. Je savais même pas où j'arrivais et comment le roman allait se finir. Ce qui a d'abord été la première trame, c'était vraiment l'histoire de la fugue. Donc là, on rentre un peu dans l'histoire du roman, mais l'histoire de la fugue, et puis minute par minute en fait, puisqu'on est quand même au début, dans le début du roman, sur cette fugue avec ses différents rebondissements.
Donc ça m'a servi une première fois de trame. Et puis j'avais d'autres matériaux qui étaient les souvenirs d'enfance, mais qui permettaient d'expliquer qui était ce personnage de l'adolescente. Et puis après, j'avais ces autres points de vue, ces autres personnages, donc l'adolescente, le commissaire, la psychologue, la petite sœur, le compagnon, le père des enfants, voilà. Et en fait, c'est un peu comme si j'essayais, et là c'est la même idée que dans la rythmique des journaux, c'était comment est-ce qu'on fait quelque chose de rythmé. Et donc j'alternais, je sais pas, il y a eu 10 versions à peu près du manuscrit où j'imprimais, je relisais et je me dis non, ce passage il n'est pas à sa place, il faut qu'il aille ailleurs. Et après je réécrivais parce que du coup il fallait refaire le lien. Donc en fait ça a été vraiment un travail de puzzle quoi. Et après de couture. C'est comme si j'avais eu vraiment ce qu'on appelle un chemin de fer quand on fait un magazine ou un journal en presse écrite. Alors maintenant, c'est avant, quand j'étais étudiante, c'était affiché au mur, on avait les différentes pages et puis il fallait quand même qu'il y ait une cohérence éditoriale entre tout ça, quoi. Ah, quelque part, c'est un peu pareil parce que là, j'avais mes textes, j'avais donc mes souvenirs, j'avais mes points de vue de personnages et puis entre, il fallait tisser quelque chose, quoi. Et c'est là que la fiction rentre dans le texte. Ça veut dire que tu as imaginé des scènes qui se sont passées? Oui, tout à fait. Il y a plein de choses qui sont imaginées, il y a plein de choses. Et en même temps, c'est imaginé et pas imaginé. Parce qu'en fait, l'imagination, je me suis servi de choses que j'ai vues, vécues, et puis que j'ai mis à cet endroit-là. Mais ça s'est pas passé à cet endroit-là. D'accord, oui, c'est au niveau de la chronologie c'est ça, en fait. qui a un peu été modifié. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler avec du matériau autobiographique et je trouve ça extrêmement dur, en fait. Déjà, de savoir comment les proches, et si on y pense trop, on n'arrive plus à écrire. Ça, je crois que même il faut pas y penser. Et toi, comment tu t'es débrouillée justement avec ça? Alors ça a été compliqué. Et c'est peut-être bien que ce soit 1 an après qu'on en parle, parce que j'en aurais pas parlé comme ça l'année dernière. Parce que je sais maintenant qu'il n'y a pas eu de conséquences. Mais Elsa Flageul, dans cet atelier d'écriture, ça a été peut-être la seule chose qu'elle médite qui m'a pas encouragée. Et elle avait raison de le poser. Elle dit moi j'ai écrit sur une amie, j'ai écrit sur une histoire d'amour, mais voilà, là tu écris sur ta fille. Et donc même si j'ai pas le même nom qu'elle, même si voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on pouvait nous reconnaître, et elle la première. Et prendre le risque entre guillemets de se dire ok, j'écris quand même. C'était compliqué, mais en fait j'avais un tel besoin de coucher ça sur le papier que je l'ai fait quand même. Et je lui en ai pas parlé. Ah oui, c'est la question que j'allais poser. Je lui en ai parlé dans les dernières pages du livre. Donc 1 mois peut-être avant de mettre un point final. Ah oui, mais le livre n'était pas encore passé en édition. Non, pas du tout. C'était avant tout ce processus. Je lui en ai parlé et j'en avais parlé. Personne de ma famille n'était au courant. Ok. Ça a été une écriture très secrète parce que justement j'avais besoin de cet espace où vraiment j'osais quoi. Okay. Sans me confronter aux remarques, aux regards. Et donc j'ai vraiment écrit en me disant j'écris quand même. Après il y a des passages que j'ai revus, notamment avec le père des enfants. Et puis quelque part tous les passages avec l'adolescente, eux sont de la pure fiction. J'étais pas dans les... On dévoile un peu. Oui, j'étais pas du tout, moi, dans la fugue. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Et ce qu'elle m'en a dit, c'est très peu. Oui. Donc en fait, tout ça, par contre, moi, je l'ai complètement imaginé. Et alors d'ailleurs, puisque ça se passe dans les catacombes de Paris, j'ai rencontré un cataphile qui m'a raconté pendant 2 heures les catacombes. J'ai jamais osé y descendre. Ah oui, c'est vrai. Je voulais et j'ai jamais osé. Ah d'accord. C'était trop chargé, j'ai pas pu y descendre. Pourtant on y est quand on lit ton texte. Et il paraît, voilà, donc c'est un des plus beaux compliments qu'on me fasse parce que en fait, je me dis ok, j'ai réussi à rendre compte de quelque chose où j'ai pas été. Et là, pour le coup, j'ai complètement imaginé. J'ai lu aussi beaucoup sur Facebook, il y a beaucoup de cataphiles qui publient des photos, qui décrivent. J'ai lu des articles. Donc voilà, là j'ai rassemblé vraiment. Là, j'ai fait un travail journalistique. J'ai vraiment rassemblé des matériaux. Et j'ai écrit complètement imaginé ces passages. Et donc du coup, tu en as parlé avec ta fille. Est-ce que ta fille a pu le lire en amont Alors oui, c'était très important qu'elle le lise. En fait, j'ai laissé traîner le manuscrit sur la table du salon pendant plusieurs jours. Ok. Et là, vous en avez pas encore parlé quand tu. Elle en avait, si, j'en avais parlé, mais ça l'intéressait pas. La première réaction, ça a été trop cool, se dire que ma vie est assez intéressante pour que tu en fasses un roman. D'accord. Okay. Je parle pas de.
virgule, on partagera les droits d'auteur. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, ok, Ok. les pieds sur terre, c'est bien. Et en même temps, il n'était pas du tout question alors de savoir si j'allais le publier ou pas, machin. Enfin, on en était très loin, quoi. Elle a pas du tout lu la première partie qui concerne la fugue. Elle a lu la deuxième partie. Et elle m'a dit, t'es drôle, en fait, tu devrais parler comme tu écris. Ah, c'est marrant. Ça, c'est une des phrases qu'elle m'a dites. Après, elle a laissé le livre et tout ce qui était autour de la publication. Elle n'a pas voulu relire les épreuves ni quoi que ce soit. D'accord, elle t'a fait entièrement confiance en fait. Confiance ou elle n'a pas voulu savoir. Après, elle est venue au lancement du livre avec des amis. Et puis, elle a fini par le lire quand il était publié. Il y a des choses qui lui ont pas plu, et puis il y a des choses aussi où elle m'a dit, en même temps, j'ai beaucoup pleuré, ça pourrait être le plus beau livre que j'ai jamais lu. Et puis pour la petite histoire, elle passait le bac de français l'année dernière, elle l'a cité dans sa copie. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, donc elle a été. Donc elle le renie pas quand même. Touchée, Elle le renie quand même pas tout à fait, même s'il y a des passages effectivement qui ne lui plaisent pas. Et est-ce que ça a été une entourloupe de ma part, une excuse de ma part, une façon de me donner bonne conscience? Mais je crois pas. En fait, ce livre, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce livre, s'il y a quelqu'un qui le dévoile, c'est pas elle, c'est moi. Parce que c'est pas l'histoire de sa fugue, c'est la façon dont une mère vit la fugue de sa fille adolescente. Ouais. Et on est complètement dans le point de vue de la mère. Et donc, en fait, c'est ce matériau autobiographique que j'ai réellement utilisé. Et même dans les souvenirs d'enfance, c'est la mère a un côté très mordant envers elle-même, parce qu'elle se rend compte alors c'est des erreurs, en tout cas des travers qu'elle a eus dans son éducation. Donc il y a un côté féroce, mais c'est vis-à-vis d'elle-même. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, donc il y a un an, les lycéens d'Arcachon avaient choisi ce livre pour le prix. Et que ce soit des lycéens et qui se reconnaissent dans le personnage de l'adolescente, puisque ça faisait partie de leur argumentaire. Je crois que leur prof de français leur avait demandé de donner quelques arguments pour expliquer pourquoi ils avaient choisi ce livre. Et ça faisait partie, voilà, on s'est identifié à l'adolescente. Parce que ça faisait partie aussi de mes interrogations. Est-ce qu'il faut que je change le vocabulaire? Est-ce qu'il faut que j'écrive en façon SMS, machin? Et en fait, j'en aurais été incapable. Je sais pas parler adolescent, moi. Hein. Donc ça, c'était une de mes craintes. Et apparemment, bon, ça passe plutôt bien. Tu l'avais fait relire une fois qu'il était terminé? Quand il a été terminé, ce manuscrit, j'avais entendu un peu tout et son contraire. J'avais entendu le fait pas relire. Et puis moi, j'avais quand même un peu envie d'avoir un avis. Je connaissais personne dans le monde de l'édition, ou en tout cas personne d'accessible, ou voilà. Et je l'ai confié à ma meilleure amie, en lui donnant la lourde tâche de me dire « si c'est nul, faut que tu le dises ». Ok. Donc elle se disait très fort, pourvu que ce soit pas nul et que j'ai pas à lui dire. C'est très lourd à porter. C'était très lourd. J'étais tout à fait consciente de l'exercice délicat que je lui ai demandé. Et j'avais rencontré une femme qui est devenue une amie depuis, qui est photographe de profession, photographe d'art, et qui m'avait raconté comment elle faisait pour tester ses séries photographiques avant de les exposer. Et en fait, quand elle m'avait expliqué ça, je m'étais dit « Ah, ça m'intéresse ce point de vue-là ». Parce qu'en gros, elle disait moi, quand je fais une série photo, j'ai la volonté de transmettre et de faire vivre certaines émotions aux gens qui vont venir voir les photos. Et en fait, quand j'ai des retours, il faut que je vois si ça matche avec les émotions que j'ai voulu transmettre, si ce qu'ils ont reçu et ce que je voulais transmettre. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme point de vue, donc je lui ai confié le manuscrit. Et elle m'en a fait des retours très justes, très intéressants et aussi très incroyables, parce que, en gros, ce roman avait une capacité à un peu émouvoir et un peu toucher, quoi. Et Louise, ma meilleure amie, à qui j'avais confié le manuscrit en premier, m'a fait cette remarque. Elle m'a dit « Je n'ai pas lu ton histoire, je n'ai pas lu votre histoire, j'ai lu un roman. » Ok. Et là, je me suis dit « Ok. Ouf. Là, il y a peut-être quelque chose. » Voilà. Donc, là, encore une fois, c'était un peu plus « Ok, il y a une autorisation de. » Oui. Peut-être que... À chaque fois, il y avait un peu des portes qui s'ouvraient. Et je me disais « Bon, alors peut-être qu'on y va. Peut-être que j'ose y aller. Ok. Peut-être qu'on va l'envoyer à des éditeurs. » Voilà, c'était un peu étape par étape. Et donc, une fois que tu avais ce manuscrit que tu venais de faire relire, l'idée de l'envoyer en maison d'édition est née. Elle s'est autorisée, on va dire. Ok. Je connaissais pas, et puis voilà. Alors bon, je me suis plantée devant ma bibliothèque et je me suis dit, ok, quels sont les... J'ai un truc que j'ai pas dit. J'ai beaucoup lu en écrivant ce livre. Ah d'accord.
Des textes qui étaient en rapport avec le thème? Pas forcément. Alors oui et non, mais j'ai lu les livres d'Elsa Flageol, j'ai lu par exemple Laurence Tardieu, D'une aube à l'autre, je sais plus, j'ai lu Elsa Balavoine qui a écrit justement sous forme de fragments et de listes. Il y a eu plein de livres. J'ai lu Lionel Duroy, j'ai lu... voilà, donc il y avait énormément, je me suis vraiment nourrie aussi. C'est ça, ça a été très important. J'avais peur d'ailleurs d'aller faire des... Je me disais, mais on va m'accuser à la fin. À la fin du livre, je voulais mettre, comme des fois on met la playlist. Moi, j'écoute jamais de musique, donc je suis dans le silence. Mais la playlist de ce livre, je voulais écrire la bibliothèque de ce livre. Ah oui, puis après, je me suis dit, on va m'accuser d'avoir copié ou quoi que ce soit. Donc non, faut surtout pas que je le fasse. Faut pas qu'on le sache. Mais voilà, des fois, beaucoup d'écrivains disent, le conseil que j'ai, c'est lisez pour écrire. Oui. Pour le coup, j'ai énormément, encore plus que d'habitude quand j'ai écrit. Et donc, du coup, j'avais plein de bouquins très récents, etc. Et donc, j'ai dit, OK, ça j'aime. Quelle maison d'édition? OK, j'écris. OK. Parce que, à chaque fois, quand vous allez sur le site d'une maison d'édition, mon compagnon m'avait offert le Figaro aussi, littéraire, comment choisir son éditeur. D'accord. Donc, j'avais sélectionné plein de maisons, mais enfin bon, à chaque fois, c'est envoyez-nous des romans qui correspondent à notre ligne éditoriale. Enfin bon, la ligne éditoriale entre Grasset, Gallimard, Flammarion, Albin, enfin oui et en même temps non quoi. Enfin, j'en sais strictement rien. Alors j'adore Actes Sud, mais je savais que ça ne matchait pas avec Actes Sud. Ça oui d'accord, mais enfin bon le reste, voilà. Donc j'ai fait comme ça et je mettais à peu près une semaine pour écrire la lettre qui accompagnait le manuscrit parce que j'essayais d'écrire quelque chose. Je fais pareil. Qui était complètement voilà, avec les auteurs de la maison, machin, etc. Bon, bien sûr, j'ai eu absolument aucune réponse, ou alors des réponses standardisées 3, 4, 5 mois après. J'ouvrais la boîte aux lettres avec une fébrile attention, et puis en même temps, je me disais, mais ma pauvre fille, arrête d'être débile, tu sais bien que ça marchera jamais, etc. Donc en fait, je m'en voulais d'attendre qu'il y ait un éventuel courrier. En plus, je les avais envoyés par mail, donc je savais bien qu'ils allaient pas me répondre par courrier. Ah oui. Bref, j'ai détesté. Il y avait quand même une attente, en fait. Bah oui, ouais. Et j'ai détesté ça, parce qu'en fait, je m'étais dit, tu le fais, mais sans attendre. Et en fait, inexorablement, à partir du moment où vous le faites, il y a une attente, quoi. Donc je détestais cette attente. Je suis pas quelqu'un de patient. Donc j'ai commencé fin août et en septembre il y avait toujours rien, donc ça m'était insupportable. Et tu l'as envoyé à combien de maisons d'édition? Je saurais pas. Pour le coup c'est vrai, je pense moins de 10. Ok. Mais je sais même pas. Je sais que j'ai un fichier Excel quelque part et j'ai pas fait toutes les maisons parce qu'en fait vraiment en termes d'énergie ça me coûtait mais énormément quoi. Oui. Et quand je dis que je mettais une semaine à écrire une lettre, il fallait une deuxième semaine pour m'en remettre quoi. Enfin j'avais l'impression que c'était énorme quoi, et puis il fallait quand même que je bosse à côté quoi. Au final, à un moment m'est venue cette idée, je crois que c'était une nuit d'insomnie où je me suis dit tiens, je vais aller voir la libraire de Rueil et je vais lui demander de m'aider. Et donc je la connaissais sans la connaître, hein, c'était ma librairie, mais enfin voilà, et donc j'ai été voir Aude de la librairie Dédicace à Rueil et elle a été un peu surprise de ma demande. Elle m'a donné rendez-vous un jour où la librairie était fermée au public et puis on a fait le tour des rayonnages et elle m'a donné des noms de maisons alors auxquels j'avais pas pensé. Avec plutôt des personnes qui étaient chargées des relations libraires avec les maisons d'édition, donc pas vraiment directement des éditeurs. Et mais quand même, elle m'a donné quelques noms. Et puis à un moment, elle m'a dit tiens, mais il y a aussi cet éditeur qui habite Rueil. Tu peux aussi le contacter. Voilà. Et je n'avais aucun numéro de téléphone, donc j'ai été sur Instagram et j'ai été taguer ces personnes. Et j'ai écrit à ces personnes, alors en mettant ex-journaliste France Info, en me disant ça sera peut-être une porte d'entrée. Ça l'a été. Ouais. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai reçu des réponses. Qui me disaient qu'il y avait des choses intéressantes dans le roman, qu'ils aimaient la narration. Souvent, c'était l'écriture qui aimait, il y avait un truc sur l'écriture qui les gênait. Okay. Et effectivement, j'avais une écriture, j'avais conscience que mon écriture était sèche, rapide. Enfin, je fais ce geste, voilà, comme ça. Et j'ai contacté l'éditeur, le fameux de Rueil, par LinkedIn. Il m'a raconté après qu'il n'ouvrait jamais LinkedIn, qu'il recevait en général les manuscrits de personnes qui étaient un peu désespérées, qui dès qu'elles voyaient, voilà, donc en gros il reçoit rarement des choses bien. Et 9 jours après, il m'a envoyé un mail en me disant on publie. Voilà, ça s'est fait comme ça, donc par LinkedIn, par une libraire, par une proximité à Rueil-Malmaison, enfin pas quelque chose de très classique je crois. Et du coup après, là les questions se sont posées de dire mais est-ce qu'en fait j'ai envie de le publier? Est-ce qu'en fait j'ai envie de me lancer là-dedans? Est-ce qu'en fait... Enfin, il y a d'autres questions derrière qui viennent en fait. Et c'est un autre sujet, mais qui sont compliquées de se poser parce que on peut vite être jugé ingrat parce que en fait on a la chance de pouvoir être publié. Ouais. Et en général on te répond non mais attends Edwige, il y a tellement de personnes qui rêvent d'être publiées.
Oui, donc en fait, on n'a pas le droit Donc d'avoir en fait, ces quelque exigences. part, j'avais l'impression que mes questions n'étaient pas entendables. Ouais. Mais n'empêche qu'elles étaient vraiment là, quoi. Mm. Et confier un texte, eh ben, en fait, c'est pas si facile, quoi. Bah, surtout quand c'est aussi intime que celui-ci, en fait. J'imagine que tous les textes sont très intimes et j'imagine qu'en fait, au-delà de la portée autobiographique, qui était gommée d'ailleurs, tout de suite j'ai dit c'est un roman, c'est pas un témoignage, etc., parce que je me suis posé la question. Mais en fait, il y a tellement de nous qu'en fait, confier un texte, c'est pas simple. Ouais. Voilà. Donc beaucoup de questions à ce moment-là. C'était quoi, par exemple, ces questions? Est-ce que cet éditeur va vraiment porter le texte? Est-ce que vraiment il aime mon texte? Est-ce que... Je me souviens plus vraiment, mais c'était pas finalement génial. Enfin, à la fois, je me souviens de l'énorme émotion quand j'ai reçu le mail. D'ailleurs, j'ai appelé ma meilleure amie Louise, qui avait relu le manuscrit la première, en lui disant « Il faut que tu lises le mail avec moi parce que j'y arriverai pas toute seule ». Donc, je lui ai lu au téléphone le mail pour qu'on puisse le partager toutes les deux. Ça a été un moment extrêmement fort. Parce que quelque part, c'est un peu comme dans un film, quoi. C'est le truc qui arrive auquel vous croyez pas, quoi. Et en même temps, vous avez envie d'y croire. Et derrière, en fait, j'étais un peu toute seule. Je me disais, mais peut-être qu'en fait, il faudrait mieux que je le publie pas. Peut-être que c'est pas la bonne maison d'édition. Peut-être qu'il faudrait que j'attende d'autres réponses parce que peut-être qu'en fait, il faut corriger ce texte. Oui, tous les doutes sont arrivés après, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est encore une étape. Ouais. Et est-ce que justement, il y a eu un travail éditorial? Alors non, et ça, c'est un regret que j'ai. J'aurais aimé retravailler ce texte avec un éditeur. Et en fait, ça s'est pas présenté. Alors là aussi, j'avais en face de moi quelqu'un qui me disait, mais en fait, ton texte est bon comme il est. Donc on peut l'améliorer, mais en fait, le texte est déjà bon. Alors là aussi, je pouvais pas me plaindre. Mais en même temps, moi, j'avais... et d'ailleurs, avant de rendre les épreuves, j'ai réécrit les 30 premières pages. Et l'éditeur m'a dit, stop, on arrête. Ah oui. Et moi, j'avais envie de faire la même chose sur tout le roman. Ça, c'est une frustration. J'avais envie de cet échange et de ce travail parce que réellement, je ne voulais pas un témoignage journalistique. Je voulais atteindre une dimension littéraire, ce qui est très prétentieux. Mais c'était vers ce travail que j'avais envie d'aller. Et qu'est-ce que tu attendais d'un travail éditorial, s'il y a ce regret-là, en fait? Un autre point de vue et un regard critique. Moi, la critique constructive, j'y crois beaucoup. J'enseigne aux étudiants du master de journalisme de Sciences Po. Je crois que la critique peut être bienveillante et constructive. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et où je me sens réellement à ma place quand j'aide quelqu'un à accoucher de lui-même ou à accoucher de quelque chose, à sortir quelque chose de lui. Et ça ne passe pas par bravo, c'est super. Oui, en fait, tu aurais aimé que quelqu'un fasse la même chose pour toi, en fait, quelque part. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, c'est aussi pour ça que je cherche un éditeur, c'est que j'ai envie qu'il puisse me faire aller plus loin que là où je suis capable d'aller toute seule. Et en même temps, on connaît aujourd'hui le milieu de l'édition et ses difficultés. Et alors j'imagine qu'il y a encore certaines maisons qui ont la place de faire ça, et puis il y a aussi dans d'autres maisons où c'est... Puis est-ce que c'est d'ailleurs des questions de maison? Je ne sais pas. Il y a aussi une réalité économique qui fait que... Enfin voilà, c'est peut-être pas si facile aujourd'hui, c'est peut-être moins facile que ça ne l'a été. Donc là, ce livre a pu être publié, ça a été assez vite entre la réponse et la publication, ou ça prend du temps? Oui, il y a toute une période, en fait, la réponse est tombée en octobre, et donc la publication en janvier, il fallait que ce soit complètement arrêté, donc les épreuves corrigées, et puis... le titre validé, mais alors ça j'avais dit vous ne touchez pas au titre parce que là je voulais même le mettre dans le contrat. Il m'avait dit non, rassure-toi, tu auras ton titre. Okay. Après il y avait la photo, il y avait la couverture, la quatrième de couverture, la biographie, enfin voilà, parce qu'on se dit en fait tout se joue. Et après je l'ai vu en salon. Oh ouais non, c'est encore un policier. Oh ouais non mais c'est anxieux, enfin je peux envie de lire ça en ce moment. Et je me suis dit, ouais, en fait, je savais l'importance de la quatrième de couverture, mais après, vous le voyez avec les lecteurs, quoi. Ouais, mais ça, on s'en rend pas compte. J'ai fait le choix d'un extrait du livre. Mon éditeur m'a dit, je comprends, tu as raison, et en même temps, je ne le ferai pas. Mais je ne savais pas comment résumer ce livre. Oui, parce que c'était à toi d'écrire la quatrième de couverture. Là, ils m'ont fait des propositions qui m'allaient pas. Ok. C'est le jeu en même temps. Oui, complètement. Voilà. Et puis j'avais envie de réussir à faire quelque chose. Et je trouvais que cet extrait, en fait, en disait beaucoup, sans en dire trop. Justement, la réception des lecteurs, comment ça s'est passé, la promotion, parce que tout ça, c'était une découverte. Et j'ai l'impression que tu as fait énormément de choses. J'ai l'impression que j'en ai pas assez fait. J'ai fait beaucoup de salons. J'aurais voulu faire plus de rencontres en librairie, mais en même temps, voilà, je suis pas connue, premier roman, voilà. Mais c'est vrai que le bonheur d'aller parler avec des lecteurs en librairie, c'est quelque chose de formidable.
Et en plus, pour le coup, parler devant un public, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai fait. En revanche, être en salon et aller chercher les lecteurs, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. On va se vendre pour faire la différence entre les 200 auteurs qui sont là. Et ça, c'est un peu compliqué. Selon les salons, c'est plus ou moins facile. C'est plus ou moins compliqué. Ah ouais, je comprends. La promotion, moi, elle a commencé à Arcachon il y a 1 an, en fait. Et puis, merveilleusement bien, parce qu'il y avait ce bandeau rouge. Alors, on l'a pas mis, mais le bandeau rouge, prix littéraire, prix des lycéens d'Arcachon. Ils s'enlèvent toujours les bandeaux sur mes livres. Et puis, le côté, je me souviens, les habitants d'Arcachon qui ont été à la plage aux écrivains venaient en disant « Ah, les lycéens !» Ça, c'est bien en général, les lycéens. Ils ont bon goût, les lycéens. C'est toujours intéressant, les prix lycéens. Ah, c'est drôle. Donc, ça marchait. Ça les a beaucoup attirés. Et puis après, il y avait d'autres qui venaient en disant « Le titre m'intéresse. Le titre me touche. J'ai envie d'y aller parce qu'il y a le titre. » Et puis après, il y avait la photo. Donc et qui effectivement, on l'a choisi pour ça d'ailleurs, parce qu'il y a un mystère dans cette photo. Il y a une esthétique qui correspond, je l'espère, à l'esthétique du roman. J'ai cette prétention. Puis il y a un mystère. Et donc, du coup, moi, ça me plaisait. Et puis, ça pourrait être aussi bien la mère que l'adolescente, on ne sait pas qui c'est. Et donc, ça, la photo a attiré aussi des gens. D'accord. Ouais. T'as eu ton mot à dire sur la couverture ? Oui. Okay. Ouais, tout à fait. Le titre, la couverture, on l'a choisi avec l'éditeur. C'est un photographe dont il avait lui-même utilisé les photos pour ses romans. Et moi, j'avais parlé... j'aimais bien l'idée de mettre une photo. Je suis assez sensible à la photo. On a beaucoup cherché, mais quand on est arrivé à cette photo, on a su que c'était ça. D'accord. Comme le titre qui m'est tombé dessus un jour en marchant dans la rue, c'est une des phrases du livre et je me dis mais c'est évident, c'est le titre. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je voulais pas que ça bouge, parce que c'était évident, c'était le titre. Et alors aujourd'hui, tu en es où ? Est-ce que tu as un nouveau projet en écriture ? Est-ce que j'ai repris les carnets du premier atelier d'écriture ? Oui, j'ai repris les carnets du premier atelier d'écriture. C'est suivi de salon en salon avec les primo-romanciers, à savoir est-ce que t'en es où du deuxième. Et en fait, je sais qu'il y en a qui ont commencé à écrire. Il se trouve que moi, j'ai plusieurs fois essayé. Et ce premier roman a été une telle urgence, évidence, émergence, pas de choix en fait, que c'est vachement difficile de se dire ok, je dois m'y remettre dans une logique de, c'est pas d'effort parce que je ne signe pas à l'effort, mais en fait je n'arrive pas à retrouver cet élan. Ouais. Donc est-ce qu'il faut attendre que cet élan revienne à un moment? Quand j'entends d'autres romanciers qui écrivent très régulièrement, il semble dire qu'il faut s'atteler à sa table de travail et puis y aller d'arrache-pied. J'ai essayé plusieurs fois, je navigue dans la culpabilité, je navigue avec cet ange de l'épaule gauche, comme disait Anne Cibran, qui me dit c'est nul. Et puis il y a vous avez une chance extraordinaire, vous qui en êtes à écrire votre premier roman, parce que vous avez cette naïveté. Et en fait, c'est extraordinaire d'écrire comme ça. C'est extrêmement difficile parce qu'on est noyé dans une incertitude totale. Et en même temps, tous les champs, tous les possibles sont ouverts. Ouais. Et donc, en fait, de naviguer là-dedans, ça aide à la création, ça pousse à la création. J'espère que ce roman n'est pas un accident. J'espère aussi. Des fois, j'en ai question. Mais voilà, je suis là-dedans en toute franchise. Je vais pas inventer qu'il y a manuscrit, etc. Il y a le magma, il y a la matière, oui, il y a l'idée, il y a le magma, il y a les 80 pages avant celui-là. Mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire parce que j'ai mis mon premier roman en pause sur lequel j'avais travaillé plus de 2500 heures parce que je me suis amusée à compter les heures. Et il n'est pas terminé. Voilà, et ça représente plus de 15 mois à plein temps, quoi. Ouais. C'est énorme. Et bon, pour l'instant, il est toujours en pause. Et je me suis dit, je vais me mettre à un autre projet. Oui, aussi, oui. Et sauf qu'en fait, le passage de ce premier roman au deuxième, j'avais l'impression qu'aucun autre projet, je pourrais m'attacher autant à un autre projet que celui en cours. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, au début, il a fallu me forcer quand même un peu. Et au fur et à mesure du temps, le lien, il s'est créé. Et aujourd'hui, vraiment... C'est pas la même connexion que j'ai eue avec le premier, mais il y a vraiment un vrai lien, quoi. Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Et je pense que, alors après, des personnes autour de moi me disent, mais en même temps, il fallait aussi que tu accompagnes ce premier roman. Tu ne pouvais pas être dans l'accompagnement de ce roman et dans la création d'un autre. Il faut un temps pour tout, donc c'est peut-être vrai.
Oui, puis c'est un temps de transition, en fait. Il y a un temps de transition, il y a finalement un temps d'accouchement et puis il y a un temps pour le laisser partir. Il y a aussi le fait que moi je suis indépendante et donc il faut que je travaille et que malgré tout ce roman m'a demandé beaucoup. La promo aussi m'a demandé beaucoup. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc peut-être qu'en fait là je suis dans... Je ne sais pas, j'espère vraiment, et je le dis en toute sincérité, je cherche pas à ce qu'on me dise des... Enfin, j'espère vraiment qu'il y en aura un deuxième parce qu'en fait j'ai eu un tel plaisir. À la fois c'était extrêmement difficile, ça coûte énormément, mais en fait, de se sentir dans cet élan de création est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que je vais le retrouver. Moi, j'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt pour un deuxième roman.